Votre médecin vient de programmer un examen de routine. Vous n'avez pas posé de questions, vous ne le faites jamais, mais ce que je m'apprête à vous révéler pourrait changer cela pour toujours, parce qu'après plus de 20 années de pratique en médecine interne et de travail auprès de personnes âgées, je peux vous affirmer ceci avec une certitude absolue. Certains des examens que votre médecin prescrit après 65 ans risquent davantage de vous nuire que de vous aider, et la plupart des médecins ne le diront jamais à voix haute. J'ai consacré toute ma carrière à aider les patients de plus de 60 ans à naviguer dans l'une des parties les plus déroutantes de la médecine, savoir quand agir et quand laisser les choses tranquilles. Et aujourd'hui, je dois partager quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a probablement dit sur les soins préventifs. Il existe 4 examens médicaux de routine que je refuserai personnellement après l'âge de 65 ans. Non pas parce que je ne crois pas en la médecine, j'y crois fermement, mais parce que j'ai vu encore et encore ce qui se passe lorsque ces tests détectent quelque chose dans un corps de 70 ou 75 ans. Et ce qui se passe n'est pas toujours ce que vous attendriez. Avant d'examiner chacun de ces 4 examens, vous devez comprendre un concept fondamental. Il changera toutes les conversations médicales que vous aurez désormais. On l'appelle l'effet cascade. Voici comment fonctionne cette cascade. Vous vous rendez à un examen de routine. L'examen détecte quelque chose. Ce quelque chose ressemble à un problème potentiel. Votre médecin prescrit donc un autre test pour y voir plus clair. Ce test révèle quelque chose de légèrement différent. Maintenant, il y a une référence vers un spécialiste. Le spécialiste recommande une petite intervention juste pour être sûr. L'intervention provoque une complication. La complication nécessite un traitement. Et 6 mois plus tard, une personne qui est entrée dans une clinique en se sentant parfaitement bien gère maintenant 3 nouveaux diagnostics, prend 2 nouveaux médicaments et a perdu une partie de son autonomie. J'ai vu cette séquence exacte se produire plus de fois que je ne peux compter. Non pas parce que les médecins sont négligents, mais parce que la médecine a été conçue pour trouver des choses. Et une fois que quelque chose est trouvé, le système est construit pour y répondre. Le problème, c'est que toutes les découvertes dans un corps vieillissant n'ont pas besoin de réponse. Voici une deuxième chose que vous devez comprendre. La plupart des directives médicales ont été élaborées à partir de recherches menées sur des adultes plus jeunes. Elles ont ensuite été étendues pour s'appliquer aux patients plus âgés sans preuve spécifique pour ce groupe d'âge. Le calcul risque-bénéfice qui rend un test sensé à 50 ans peut paraître complètement différent à 70 ans. Et ce recalcul ne se fait presque jamais dans le cabinet avec vous. Laissez-moi vous parler d'une patiente que j'appellerai Théodora. Théodora avait 73 ans, enseignante à la retraite, active, indépendante, mentalement vive. Elle s'est rendue à son bilan annuel en se sentant parfaitement bien. Son médecin, suivant les directives standards, a prescrit une série complète d'examens de routine. L'un de ces examens, un test que je nommerai dans quelques minutes, est revenu avec un résultat anormal. Ce qui a suivi au cours des 9 mois suivants a été une cascade que personne n'avait planifiée et que personne n'avait prédite. 3 tests supplémentaires, 2 références à des spécialistes, une intervention mineure qui a causé un saignement mineur. Le saignement a nécessité une surveillance. La surveillance a nécessité des médicaments. L'un de ces médicaments a provoqué des étourdissements et Théodora, qui avait été complètement indépendante, est tombée dans sa salle de bain et s'est fracturée la hanche. Elle s'est rétablie, mais elle n'a jamais retrouvé le même niveau d'indépendance. La découverte initiale de ce premier test a finalement été déterminée comme étant cliniquement insignifiante. Elle n'allait jamais lui nuire, mais le processus d'investigation l'a fait. Nous reviendrons à Théodora car la question qu'elle m'a posée pendant sa rééducation est une question que je crois que chaque personne âgée dans ce pays mérite de poser à son médecin avant d'accepter tout dépistage. Premier examen, les scanners corporels complets. Le scanner corporel complet a été commercialisé de manière intensive auprès des adultes soucieux de leur santé comme l'outil de prévention sanitaire ultime. Vous obtenez un scan complet du cou au bassin. La machine vérifie tout et vous repartez en sachant exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Cela semble être la chose la plus intelligente que vous puissiez faire pour votre santé. Voici le problème. Lorsque vous scannez un corps entier à 65 ans ou plus, vous trouverez presque toujours quelque chose. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que les corps humains accumulent des changements accessoires avec l'âge. De petits nodules dans les poumons qui sont là depuis des décennies sans causer le moindre problème.
de minuscules kystes sur le foie ou les reins qui sont complètement bénins, des anomalies mineures dans la colonne vertébrale qui relèvent du vieillissement structurel normal. Le terme médical pour ces découvertes est fortuite. Ce sont des découvertes faites par hasard qui ne causaient jamais de symptômes et qui n'en causeraient jamais. Mais voici ce qui se passe lorsque le rapport de scan revient avec ces découvertes. Votre médecin est légalement et professionnellement tenu de les examiner. Ainsi, la cascade commence. Un nodule pulmonaire signifie des scanners de suivi tous les 6 mois pendant 2 ans. C'est une dose de radiation importante qui s'accumule dans un corps déjà moins efficace pour réparer les dommages à l'ADN causés par l'exposition aux radiations. Parfois, les scanners de suivi semblent légèrement différents et cela déclenche une biopsie. Les biopsies du tissu pulmonaire chez les adultes plus âgés comportent des risques de saignement et d'effondrement pulmonaire. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association Internal Medicine a révélé que le dépistage par scanner corporel complet conduisait à des tests diagnostiques supplémentaires chez 37% des participants et que la plupart de ces découvertes étaient finalement cliniquement sans importance. Pendant ce temps, les tests en aval ont causé de réelles complications chez de vraies personnes. La radiation d'un seul scanner corporel complet équivaut à environ 3 ans de radiation naturelle de fond. À 65 ans, vos cellules réparent les dommages à l'ADN induits par les radiations plus lentement qu'à 40 ans. Les scanners répétés aggravent cela. La question à poser avant tout scanner, ai-je des symptômes que ce scanner est spécifiquement destiné à examiner? Si la réponse est non, réfléchissez très attentivement avant d'accepter. Deuxième examen, le dépistage de routine de la densité osseuse après 80 ans. L'examen DEXA mesure la densité osseuse et est utilisé pour dépister l'ostéoporose. Pour les femmes dans la fin de la cinquantaine et la soixantaine, c'est véritablement utile. Découvrir une faible densité osseuse à cet âge crée une opportunité d'intervenir avec des médicaments et des changements de style de vie qui peuvent réduire de manière significative le risque de fracture au cours de la décennie suivante. Mais après 80 ans, le calcul change de manière importante. Voici ce qui se passe lorsqu'un examen DEXA de routine révèle une ostéoporose chez un patient de 80 ou 85 ans. La réponse clinique standard consiste à prescrire des médicaments bisphosphonates tels que l'alendronate ou l'acide zolédronique. Ces médicaments sont efficaces pour augmenter les lectures de densité osseuse lors des futurs examens. Cependant, des recherches publiées dans le British Medical Journal et le New England Journal of Medicine ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant l'utilisation de ces médicaments chez les patients très âgés. La première préoccupation est une condition rare mais grave appelée fracture fémorale atypique. Avec l'utilisation à long terme de bisphosphonates, la structure osseuse peut paradoxalement devenir plus fragile de manière spécifique, entraînant des fractures dans l'os de la cuisse qui se produisent avec une force minimale et qui sont extrêmement difficiles à réparer chez les patients âgés. La deuxième préoccupation est l'ostéonécrose de la mâchoire, une condition où l'os de la mâchoire commence à mourir, ce qui est particulièrement associé à ces médicaments chez les adultes plus âgés qui subissent des interventions dentaires. Voici le point plus large. Après 80 ans, l'objectif de prévenir les fractures de la hanche est mieux atteint non pas en traitant un chiffre de scan avec des médicaments, mais en s'attaquant directement au risque de chute. Programme de prévention des chutes, entraînement musculaire pour l'équilibre, modification de sécurité à domicile, révision des médicaments pour identifier les médicaments qui causent des vertiges. Ces interventions ont des preuves solides pour réduire les fractures réelles. Un examen DEXA qui conduit à des médicaments sans conversation sur la prévention des chutes s'attaque à la mesure plutôt qu'au vrai problème. Si un examen DEXA est suggéré après 80 ans, la question clé est: le résultat de cet examen changera-t-il le plan de traitement au-delà de ce qu'une évaluation de prévention des chutes recommanderait déjà? Troisième examen, l'échographie carotidienne sans symptômes. Les artères carotides sont les 2 gros vaisseaux sanguins de chaque côté de votre cou qui transportent le sang vers le cerveau. Elles peuvent développer des dépôts de plaques graisseuses au fil du temps qui rétrécissent l'artère et peuvent potentiellement provoquer un accident vasculaire cérébral si un morceau de plaque se détache. L'échographie carotidienne est prescrite de routine dans de nombreuses cliniques pour les adultes plus âgés,
comme mesure de prévention des accidents vasculaires cérébraux. En surface, cela semble tout à fait sensé. Trouver le problème, le réparer avant qu'un accident vasculaire cérébral ne se produise. Cette logique est séduisante. Les preuves ne la soutiennent pas pleinement. Voici le problème critique. L'intervention utilisée pour traiter un rétrécissement important de l'artère carotide s'appelle l'endartériectomie carotidienne. C'est une opération chirurgicale qui ouvre l'artère et retire la plaque. Cette chirurgie elle-même comporte un risque de provoquer un accident vasculaire cérébral pendant ou immédiatement après l'intervention, car perturber la plaque dans une artère près du cerveau est une intervention intrinsèquement délicate et risquée. Chez les patients qui ont déjà eu des symptômes, un mini-accident vasculaire cérébral ou AIT, la chirurgie carotidienne a des preuves claires de bénéfice. Mais chez les patients qui n'ont aucun symptôme, plusieurs grandes études, y compris les essais ACST et ACAS, ont révélé que pour les patients asymptomatiques de plus de 70 ans, le risque chirurgical d'accident vasculaire cérébral égale ou, dans certains cas, dépasse le risque d'accident vasculaire cérébral de ne rien faire et de gérer le patient avec des médicaments seuls. En d'autres termes, le test trouve quelque chose. Ce quelque chose est opéré et l'opération cause exactement l'événement qu'elle était censée prévenir. Les directives de l'American Heart Association sont claires. Le dépistage échographique carotidien de routine chez les adultes sans symptômes n'est pas recommandé comme pratique standard. Pourtant, il continue d'être prescrit régulièrement. Si votre médecin recommande une échographie carotidienne et que vous n'avez aucun symptôme d'accident vasculaire cérébral ou d'AIT, demandez directement si ce scan trouve un rétrécissement, quel est le risque d'accident vasculaire cérébral de la chirurgie par rapport au risque d'accident vasculaire cérébral de simplement optimiser mes médicaments pour la tension artérielle et le cholestérol à la place? Demandez les deux chiffres. Vous avez droit aux deux chiffres. Quatrième examen, le cathétérisme cardiaque agressif après un test d'effort positif sans symptômes. J'ai gardé celui-ci pour la fin, car c'est celui qui a les conséquences potentielles les plus graves. Et c'est l'examen qui, selon moi, a le plus grand potentiel de nuire plutôt que d'aider chez les patients asymptomatiques de plus de 65 ans. Voici comment ce scénario se déroule généralement. Un patient de plus de 65 ans passe un test d'effort cardiaque de routine. Il n'a pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement pendant l'activité, pas d'évanouissement, aucun symptôme d'aucune sorte, mais le test est prescrit de routine comme mesure préventive. Le test d'effort revient avec une lecture anormale. Le cardiologue recommande un cathétérisme cardiaque, une procédure où un tube mince est inséré à travers une artère dans le poignet ou l'aine, acheminé jusqu'aux artères coronaires, et un colorant est injecté pour visualiser directement les vaisseaux sanguins du cœur. Le cathétérisme est une procédure invasive et il comporte de réels risques pour les patients plus âgés. Saignements au site d'insertion, lésions artérielles, lésions rénales dues au colorant de contraste, particulièrement grave chez les patients âgés ayant une fonction rénale réduite et un risque faible mais réel d'accident vasculaire cérébral pendant la procédure elle-même en raison de minuscules bulles d'air ou de fragments de plaques qui peuvent être perturbés par le cathéter. Voici la découverte dévastatrice des essais Courage et Ischemia, deux études marquantes publiées dans le New England Journal of Medicine. Chez les patients atteints de maladies coronariennes stables et sans symptômes significatifs, l'intervention agressive par cathétérisme et pose de stent ou pontage coronarien ultérieur n'a pas réduit le taux de crise cardiaque ou de décès par rapport à la thérapie médicale optimale seule. Les médicaments ont géré ces patients tout aussi bien avec beaucoup moins de risques. Cela signifie que pour un adulte âgé sans symptômes cardiaques, un test d'effort positif conduisant au cathétérisme et à la pose de stent peut fournir tous les risques procéduraux sans offrir aucun des bénéfices protecteurs que les mêmes médicaments auraient fournis de toute façon. Le test d'effort a un taux élevé de faux positifs chez les adultes plus âgés, en particulier chez les femmes. Un résultat positif chez un patient sans symptômes déclenche une chaîne d'événements que la recherche dit peut ne pas être nécessaire et peut causer des dommages. Avant d'accepter un cathétérisme cardiaque, demandez directement à votre cardiologue « Ai-je des symptômes ?»
Et sinon, que montrent les preuves concernant les résultats pour les personnes comme moi qui sont gérées avec des médicaments par rapport à celles qui procèdent avec l'intervention? La réponse devrait être une conversation, pas un bon de référence. J'ai promis de revenir à Théodora après son rétablissement. Lors d'une de nos conversations, elle m'a posé une question à laquelle je pense chaque jour. Elle a dit: « Docteur, si j'avais su poser une question avant ce premier test, quelle question aurait-ce dû être? » Je lui ai dit que la réponse est toujours la même. La question est: si ce test trouve quelque chose, qu'allons-nous faire à ce sujet? Et est-ce que cela vaut la peine d'être fait à mon âge et dans mon état de santé actuel? C'est tout. Cette seule question posée avant qu'un dépistage ne soit accepté force la conversation que le système n'est pas conçu pour avoir avec vous automatiquement. Elle oblige le médecin à penser à la cascade avant qu'elle ne commence. Elle vous place au centre de la décision. Théodora m'a dit qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui enseigne cette question 30 ans plus tôt. Je vous l'enseigne maintenant. Permettez-moi de rassembler tout cela avec clarté et confiance. 4 examens médicaux qui méritent une réflexion très attentive avant d'accepter après 65 ans. Les scanners corporels complets de routine qui trouvent des incidents à l'homme, presque garantis de déclencher des cascades d'investigation pour des découvertes qui n'allaient jamais vous nuire, tout en délivrant une radiation accumulée à un corps qui répare ses dommages plus lentement à chaque année qui passe. Le dépistage de routine de la densité osseuse après 80 ans qui conduit à des médicaments bisphosphonates avec des risques sérieux chez les patients très âgés, alors que les programmes de prévention des chutes ont des preuves plus solides pour réduire les fractures réelles. L'échographie carotidienne sans symptômes ou la chirurgie déclenchée par les découvertes peut comporter un risque d'accident vasculaire cérébral qui égale ou dépasse le risque d'accident vasculaire cérébral de ne rien faire et d'optimiser les médicaments à la place. Et le plus important, le cathétérisme cardiaque agressif après un test d'effort positif chez un patient sans symptômes cardiaques, où les essais de référence montrent que la thérapie médicale seule atteint les mêmes résultats sans les risques procéduraux qui peuvent causer exactement les événements que vous essayez de prévenir. Rien de tout cela ne signifie éviter votre médecin. Je le dirai clairement et je le dirai une fois. La médecine préventive sauve des vies. La gestion de la tension artérielle, le contrôle du diabète, la vaccination, les contrôles de la vision et de l'audition, les révisions annuelles des médicaments. Ce sont des choses précieuses et importantes. Ce que je vous demande de faire, c'est d'aller à ces rendez-vous préparés. Apportez cette question avec vous. Écrivez-la sur un morceau de papier si vous en avez besoin. Si ce test trouve quelque chose, qu'allons-nous faire à ce sujet? Et est-ce que cela vaut la peine d'être fait pour quelqu'un de mon âge? Posez-la avant chaque dépistage. À chaque fois, votre médecin aura soit une bonne réponse, auquel cas procédez en toute confiance, soit il n'aura pas de réponse claire, et cela vous dit déjà quelque chose d'important. Partagez cette information avec quelqu'un que vous aimez, qui a plus de 65 ans et qui va à chaque dépistage programmé sans poser une seule question. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour sa santé aujourd'hui pourrait être de lui donner cette seule question qui change tout. Vous méritez d'avoir toute l'image, toujours. Avertissement, tout ce qui est partagé ici est une information médicale générale basée sur des recherches publiées et des directives cliniques. Ce n'est pas un conseil médical personnel pour votre situation individuelle. L'histoire de santé de chaque personne est différente et certaines personnes peuvent avoir des raisons médicales spécifiques pour lesquelles ces dépistages sont appropriés pour elles malgré leur âge. Avant d'apporter des modifications à vos soins médicaux programmés, veuillez avoir une conversation approfondie avec votre propre médecin. Cette information est un point de départ pour cette conversation, pas un remplacement.